Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Rassemblons-nous autour de cette vérité éternelle. Depuis que l'homme a posé ses yeux sur le monde, il a cherché à le recréer. Le dessin n'est pas né d'un caprice, mais d'un besoin viscéral, aussi naturel que respirer, aussi nécessaire que rêver. Il y a des millénaires, dans les profondeurs sacrées de Lascaux, un homme, ou peut-être une femme, a levé la main vers la paroi rocheuse. Dans cette main tremblait l'ocre rouge, et dans cette âme brûlait le désir immortel de dire « J'étais là, j'ai vu, j'ai compris ». Ces premiers traits, tracés à la lueur vacillante du feu, ne furent pas seulement des représentations d'animaux. Non, ils furent les premiers mots d'un langage universel qui traverserait tous les siècles, toutes les cultures, toutes les révolutions de l'esprit humain. Le dessin, voyez-vous, est le langage primordial de l'âme. Avant l'écriture, avant la musique organisée, avant même la parole articulée, il y a eu le trait. Ce trait simple, cette ligne pure qui jaillit de la main comme un cri du cœur, comme une prière silencieuse adressée à l'éternité. Transportons-nous, si vous le voulez bien, sur les rives du Nil sacré, là où les hiéroglyphes dansaient sur les papyrus comme autant d'oiseaux de lumière. Les artistes égyptiens n'étaient pas de simples dessinateurs, ils étaient des architectes de l'éternité, des gardiens du passage entre les mondes. Regardez ces profils parfaits, ces corps stylisés qui défient le temps. L'artiste égyptien avait compris une vérité profonde. Le dessin n'est pas la copie servile de la réalité, mais sa transfiguration. Chaque ligne était un sortilège, chaque courbe une incantation. Il dessinait non pas ce qu'il voyait, mais ce qu'il savait être la vérité éternelle des choses. Dans les tombeaux, leurs dessins accompagnaient les morts vers l'au-delà. Quelle responsabilité, quelle noblesse! Le dessin comme pont entre la vie et la mort, comme promesse de résurrection, comme chant d'espoir gravé dans la pierre pour les millénaires à venir. Puis vint la Grèce, terre bénie où naquit la beauté consciente d'elle-même. Ici, le dessin connut sa première révolution philosophique. Apelle, Zeuxis, Parrhasius, ces noms résonnent encore comme des hymnes à la perfection. Il ne se contentait plus de représenter, il cherchait l'idée platonicienne derrière chaque forme. Le dessin grec nous enseigne une leçon immortelle. La beauté n'est pas accident, mais conquête. Chaque ligne était calculée, chaque proportion méditée. Ils inventèrent la perspective, explorèrent l'anatomie, découvrirent le modelé. Mais surtout, ils comprirent que le dessin était philosophie, mise en acte, pensée, rendue visible. Dans leurs vases peints, leurs fresques perdues, leur étude préparatoire gravée dans nos mémoires, les Grecs nous léguèrent cette conviction inébranlable: l'homme peut atteindre la perfection par l'art, et l'art peut révéler la divinité cachée en toute chose. Rome prit le flambeau grec et lui donna une dimension nouvelle, la grandeur publique. Le dessin romain, pragmatique et monumental, servait l'Empire. Mais quelle puissance dans cette fonctionnalité! Les fresques de Pompéi nous parlent encore de cette époque où l'art décorait la vie quotidienne, où chaque villa était un musée, où chaque citoyen côtoyait quotidiennement la beauté. Puis vinrent les temps de transformation. Byzance éleva le dessin vers le ciel. L'icône byzantine n'est plus imitation du monde terrestre, mais fenêtre ouverte sur l'éternité. Ses visages aux yeux immenses, ses mains levées en bénédiction, ses plis dorés qui semblent vibrer de lumière divine. Voilà le dessin devenu prière, l'art transfiguré en théologie. L'espoir, mes amis, déjà l'espoir, car même dans les siècles les plus sombres, l'homme n'a jamais cessé de dessiner, n'a jamais renoncé à cette quête éperdue de beauté et de sens. Pendant que l'Occident médiéval cherchait sa voie, l'Orient développait une esthétique révolutionnaire.
L'art islamique, par sa géométrie sacrée, ses arabesques infinies, ses calligraphies dansantes, nous enseigne que le dessin peut être pure spiritualité. Ses entrelacs sans fin, ses polygones étoilés, ces jardins de lignes qui se multiplient à l'infini. N'est-ce pas là la métaphore parfaite de la création divine? L'artiste musulman ne représente pas, il médite avec son pinceau, il prie avec sa règle, il célèbre l'unité divine par la multiplicité de ses traits. Et que dire de la Chine éternelle, de ces lettrés peintres qui firent du dessin une voie spirituelle? Là-bas, dans ces jardins de jade et de neige, les artistes comme Gukaisi, oui, ce maître dont j'emprunte aujourd'hui l'esprit, comprirent que dessiner, c'est capturer non l'apparence, mais l'âme des choses. Un bambou n'est pas un bambou par sa forme, mais par sa rectitude. Une montagne n'est pas une montagne par sa masse, mais par sa noblesse. Un oiseau n'est pas un oiseau par ses plumes, mais par son désir de ciel. Voilà la leçon chinoise, le dessin comme exercice de l'âme, l'art comme discipline de vie. L'Europe médiévale, longtemps décriée, nous offre pourtant des merveilles de dessin. Ces manuscrits enluminés, ces miniatures précieuses, ces dessins préparatoires pour les cathédrales, quel univers de beauté et de foi! L'artiste médiéval dessinait pour Dieu, et cette finalité transcendante donnait à son trait une pureté, une sincérité qui nous émeut encore. Les bestiaires fantastiques, les jardins d'Éden, les visions apocalyptiques, tout un monde imaginaire jaillissait du pinceau, guidé par la foi mais nourri par l'observation minutieuse de la nature. Ces moines copistes, ces artisans anonymes, ces maîtres verriers qui dessinaient la lumière elle-même dans leurs cartons, ils préparaient sans le savoir la Renaissance. Car l'art, voyez-vous, ne meurt jamais. Il se transforme, il mue, il renaît toujours plus beau de ses propres cendres. Ah, la Renaissance! Quel mot magique! Quel souffle d'espérance pour l'humanité entière! Soudain, après des siècles d'ombre, l'homme redécouvre sa dignité, sa beauté, sa puissance créatrice, et le dessin, libéré de ses chaînes, explose en mille feux. Léonard de Vinci. Prononcez ce nom avec respect car il résume à lui seul toute la grandeur humaine. Ces carnets de dessin ne sont pas seulement des œuvres d'art, mais des encyclopédies du possible. Chaque croquis est une découverte, chaque étude une révélation. Regardez ces anatomies. Jamais l'homme n'avait été dessiné avec tant de précision et de respect. Regardez ces machines. Jamais l'imagination n'avait été si audacieusement créatrice. Regardez ces paysages. Jamais la nature n'avait révélé tant de secrets à un seul regard. Léonard nous enseigne que le dessin est connaissance. Dessiner un œil, c'est comprendre la vision. Dessiner une fleur, c'est pénétrer les mystères de la croissance. Dessiner un oiseau, c'est rêver de voler. Par le dessin, l'homme devient contemporain de la création divine. Michel-Ange Buonarroti, autre géant, autre prophète de l'art, ces dessins préparatoires pour la Sixtine nous révèlent le processus même de la création artistique. Chaque trait cherche, hésite, trouve, recommence. C'est l'artiste au travail, c'est Prométhée dérobant le feu aux dieux. Dans ses études de figure, Michel-Ange ne dessine pas des corps, il libère des âmes prisonnières de la matière. Chaque muscle tendu raconte une passion, chaque pli de draperie chante un mouvement. Le dessin devient sculpture avant la sculpture, rêve de marbre avant le marbre. Et Raphaël, l'ange de l'art, ses dessins nous enseignent la grâce suprême, celle de la simplicité parfaite. Chez lui, rien ne force, rien ne crie.
tout chante en sourdine. Un trait de sa main vaut tous les discours sur l'harmonie. Regardez ses cartons pour les tapisseries, ses études pour les fresques du Vatican. Quelle leçon d'équilibre! Chaque composition respire la paix, chaque visage rayonne la sérénité. Raphaël nous prouve que la beauté peut être un état de grâce accessible à tous. Après la perfection Renaissance, l'art devait se renouveler ou mourir. Il choisit de se passionner. Le maniérisme, d'abord, avec ses élégances sophistiquées, ses corps serpentins, ses coloris précieux, puis le baroque, avec ses extases, ses violences, ses clairs-obscurs dramatiques. Caravage révolutionna le dessin en révolutionnant le regard. Fini l'idéalisme Renaissance, place à la vérité crue, à la beauté du quotidien, à la sainteté des visages populaires. Ces études préparatoires nous montrent un homme qui dessine d'après nature, qui cherche Dieu dans les visages les plus humbles. Cette approche nouvelle du dessin libéra l'art de l'académisme naissant. Soudain, tout pouvait être sujet d'art. Un mendiant, une servante, un fruit sur la table. Le divin n'était plus dans l'idéal lointain, mais dans la réalité immédiate. Rembrandt poussa plus loin encore ses révolutions, ses dessins d'une liberté inouïe, d'une économie de moyens sidérante, nous parlent directement au cœur. Quelques traits de plume, quelques réaux de la vie, et voilà l'humanité tout entière résumée. Ces autoportraits dessinés nous montrent un homme qui n'a peur ni de la vérité, ni du temps. Chaque ride est acceptée, chaque défaut assumé. Le dessin devient miroir de l'âme, confession silencieuse, méditation sur la condition humaine. Le XVIIIe siècle apporte au dessin une dimension nouvelle, l'esprit critique et la sensibilité moderne. Watteau invente la fête galante et dessine le bonheur de vivre. Boucher célèbre la grâce féminine avec une virtuosité éblouissante. Fragonard capte l'instant fugace avec un brio incomparable. Mais c'est peut-être Chardin qui touche le plus juste. Ses dessins de nature morte transforment les objets les plus humbles en poèmes silencieux. Une poire, un gobelet d'argent, un livre ouvert. Sous son crayon, tout devient prétexte à méditation sur la beauté cachée du quotidien. Le dessin du XVIIIe siècle nous enseigne que l'art peut être bonheur, que la beauté peut être joie de vivre, que l'élégance peut être une morale. Avec le XIXe siècle naissant, le dessin connaît une nouvelle révolution, celle du sentiment. Goya, ce géant sombre, ouvre les portes de l'art moderne par ses caprices et ses désastres de la guerre. Son dessin ne flatte plus. Il accuse, il révèle, il prophétise. Eugène Delacroix libère définitivement le dessin de l'imitation servile. Ses croquis d'Orient, ses études de fauve, ses ébauches de bataille nous montrent un artiste qui dessine non pas ce qu'il voit, mais ce qu'il ressent. Chez Delacroix, le trait devient émotion pure. Un coup de pinceau traduit une colère, une virgule de pastel exprime une mélancolie. Le dessin romantique nous apprend que l'art doit émouvoir avant de plaire, troubler avant de rassurer. Face à une fougue romantique, Ingres défend la beauté éternelle du trait pur. Ses portraits dessinés sont des miracles de précision et de caractère. D'un seul trait, il cerne un visage, définit un caractère, révèle une époque. Cette opposition apparente entre Ingres et Delacroix enrichit l'art au lieu de la diviser. Elle nous enseigne que le dessin peut emprunter 1000 voies différentes pour atteindre la beauté. Lignes pures ou taches expressives, contours fermés ou formes ouvertes, tout peut servir l'art pourvu que l'âme y soit. Quelle révolution que l'impressionnisme! Soudain, les artistes sortent de leurs ateliers, plantent leurs chevalets dans la nature, dessinent en plein air. Monet, Renoir, Degas renouvellent complètement
l'approche du dessin. Degas, ce maître du dessin moderne, nous montre que l'art peut capturer l'instantané sans perdre l'éternel. Ces ballerines, ces chevaux de course, ces femmes à leur toilette, tout un monde moderne jaillit de ses crayons. Degas nous enseigne une leçon capitale. Le dessin ne doit pas s'embarrasser de la beauté conventionnelle. Une danseuse fatiguée vaut toutes les Vénus antiques, pourvu qu'elle soit vraie, pourvu qu'elle soit vive. Auguste Renoir transforme le dessin en hymne à la joie de vivre. Ses sanguines, ses pastels rayonnent d'un bonheur communicatif. Sous son crayon, tout devient prétexte à célébration. Un visage d'enfant, un bouquet de fleurs, un paysage de guinguettes. L'impressionnisme nous apprend que le dessin peut être lumière, que l'art peut être bonheur partagé, que la beauté peut jaillir de l'instant le plus fugace. Le XXe siècle fait éclater tous les cadres. Picasso révolutionne la représentation avec le cubisme. Kandinsky invente l'abstraction. Matisse simplifie les formes jusqu'à l'essentiel. Chacun apporte sa pierre à l'édifice d'un art nouveau. Picasso, quel génie protéiforme! Ses dessins nous montrent un artiste qui n'a cessé d'expérimenter, de remettre en cause, de se réinventer. Période bleue, période rose, cubisme, néoclassicisme, surréalisme. Chaque époque apporte ses découvertes. Picasso nous enseigne que le dessin peut tout oser. Déformer un visage pour mieux exprimer sa vérité. Fragmenter un objet pour mieux révéler sa structure. Simplifier une forme pour mieux toucher l'émotion. Henri Matisse pousse plus loin encore cette quête de l'essentiel. Ses dessins à la ligne pure, ses papiers découpés nous montrent un artiste qui ne garde que l'indispensable, qui ne dit que l'essentiel. Il faut regarder toute la vie avec des yeux d'enfant, disait-il. Ces dessins nous prouvent que la simplicité peut être sophistication suprême, que la spontanéité peut être fruit d'une longue méditation. Notre époque voit naître des formes nouvelles de dessin. Art numérique, installation, performance. Certains crient à la décadence, d'autres y voient l'avenir de l'art. Qui a raison? L'ordinateur, la tablette graphique, les logiciels de création, voilà les nouveaux outils de l'artiste contemporain. Faut-il s'en effrayer? Non, car l'essentiel demeure, la main qui guide, l'œil qui voit, l'âme qui s'exprime. David Hockney, octogénaire, dessine sur iPad avec la curiosité d'un enfant. Il nous prouve que l'art véritable s'adapte à tous les supports, utilise tous les moyens, requiert tous les territoires. Banksy, JR, Shepard, Ferré, ces noms résonnent dans les rues du monde entier. Le dessin sort des musées, reconquiert l'espace public, renoue avec sa fonction sociale primitive. Les artistes urbains nous rappellent une vérité oubliée. L'art appartient à tous, l'art doit parler à tous, l'art peut changer le monde. Leurs fresques murales, leurs pochoirs, leurs collages transforment la ville en galerie géante, en livre d'images ouverts sur l'infini. Mes amis, mes compagnons de route artistique, nous voici arrivés au terme de cette odyssée. Mais est-ce vraiment un terme? Non, car l'histoire du dessin ne fait que commencer. Aujourd'hui, des machines savent dessiner. Faut-il en avoir peur? Je dis non, car ce qui fait la valeur d'un dessin, ce n'est pas sa perfection technique, mais l'âme qui l'anime. Une machine peut imiter tous les styles, mais peut-elle ressentir l'émotion qui donne naissance au trait? L'intelligence artificielle nous oblige à repenser l'essence même de l'art. Elle nous pousse à revendiquer ce qui nous appartient en propre, la sensibilité, l'intuition, cette flamme mystérieuse qui transforme un simple trait en poème visuel. Notre époque voit naître un art véritablement mondial. Les influences se mélangent, les traditions se croisent, les techniques s'échangent. Un artiste japonais peut s'inspirer de l'art africain, un peintre brésilien marier l'esthétique européen et les couleurs tropicales. Cette mondialisation de l'art n'appauvrit pas, elle enrichit. Elle nous prouve que la beauté n'a pas de frontières, que l'émotion artistique est langage universel, que le dessin peut réunir ce que la politique divise. Face aux défis environnementaux, une nouvelle génération d'artistes utilise le dessin comme arme de sensibilisation. Leur œuvre nous alerte, nous questionne,
nous invitent à changer notre rapport au monde. Ces artistes écologistes nous rappellent une responsabilité oubliée. L'art doit servir la vie. L'art doit protéger la beauté du monde. L'art doit être espoir pour les générations futures. Au terme de ce voyage à travers les siècles, quelle leçon retenir? Une seule mais capitale. Le dessin ne mourra jamais. Car voyez, depuis les grottes préhistoriques jusqu'aux écrans tactiles d'aujourd'hui, l'homme n'a cessé de dessiner. Guerre ou paix, prospérité ou misère, révolution ou réaction, rien n'a jamais arrêté cette pulsion créatrice. Ce besoin vital de traduire en images les mystères de l'existence. Le trait survivra à toutes les modes, à toutes les technologies, à toutes les révolutions. Car le trait, c'est la trace la plus pure de l'âme humaine. C'est le dialogue silencieux entre l'artiste et l'infini. C'est la prière laïque de celui qui cherche la beauté et la vérité. Les jeunes artistes qui m'écoutent, prenez courage. Votre époque n'est ni meilleure, ni pire que les précédentes. Elle est différente, voilà tout. À vous d'y tracer votre chemin, d'y dessiner votre vision, d'y laisser votre empreinte. Souvenez-vous de cette vérité éternelle. Chaque trait que vous tracez enrichit le patrimoine universel de l'humanité. Chaque dessin que vous achevez ajoute une note à la symphonie infinie de l'art. Chaque œuvre que vous créez témoigne de la grandeur irréductible de l'esprit humain. Car au fond, qu'est-ce que dessiner, sinon espérer? Espérer que nos yeux voient juste, que nos mains traduisent fidèlement, que nos cœurs communiquent avec d'autres cœurs. Espérer que la beauté existe, qu'elle peut être partagée, qu'elle peut transformer le monde. Chaque artiste qui saisit son crayon répète le geste primordial de l'homme des cavernes. Il dit « Je suis là, je vois, je témoigne ». Il affirme sa foi en la beauté, sa confiance en l'art, son espoir en l'humanité. Nous sommes les héritiers de tous ces maîtres qui nous ont précédés. Nous portons en nous la sagesse de Goukaïsi, la science de Léonard, la passion de Delacroix, l'audace de Picasso, mais nous ne sommes pas que des héritiers. Nous sommes des créateurs, des inventeurs, des pionniers de l'art à venir. À nous de transmettre ce flambeau aux générations futures. À nous d'enseigner que l'art est liberté, que le dessin est langage universel, que la beauté est droit imprescriptible de l'humanité. Dessinez, mes amis, dessinez sans peur, sans complexe, sans limite. Dessinez pour vous-même et pour les autres, pour le présent et pour l'avenir, pour la joie et pour l'espoir. Car tant qu'il y aura des hommes sur cette terre, tant qu'il y aura des yeux pour voir et des mains pour tracer, tant qu'il y aura des cœurs pour s'émouvoir et des âmes pour rêver, il y aura le dessin. Et le dessin, c'est l'éternelle renaissance de l'humanité. C'est sa signature sur le livre du temps. C'est sa promesse d'immortalité. Dessinez, et que vos traits soient autant de rayons de lumière que la nuit du monde. Ainsi se termine cette méditation sur l'art éternel du dessin. Puisse-t-elle inspirer tous ceux qui portent en eux la flamme sacrée de la création. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.